Ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Oui. Et la petite? Ça Elle va. pousse? Ah ouais, elle grandit. Grandit bien? C'est un rituel dont Jessie et sa tante Nicole auraient voulu se passer. Toujours un moment difficile quand on vient ici. Hein? Ce cimetière de Berlaymont dans le Nord, ils ne le connaissent que trop bien depuis la disparition de Jean. Et quand je vais sur la tombe de grand-mère, je lui dis toujours tu surveilles Jean. C'est instinctif, c'est comme ça. Voilà. Son frère était artificier. Salut Jean. On s'imaginait pas qu'il pouvait avoir un ou plusieurs ennemis capables de faire ça. Pour eux, c'est sûr, le père de Jessie a été victime d'une mauvaise rencontre. Un crime comme ça, puis de toute façon, n'importe quel crime ne peut pas rester impuni. Non. Là, des gens qui ont fait ça, non. Le voir comme ça, il s'est vu, je sais qu'il s'est vu mourir, ça me l'enlèvera pas. Dans le Nord, à 90 km de Lille, Louvroil. Petite ville ouvrière sans histoire de 7000 habitants, n'avait jamais vécu un drame pareil. Le 1er juin 2011, les pompiers interviennent pour un incendie dans ce magasin de feux d'artifice. Un incendie banal dans un magasin à risque. Mais à l'intérieur, les pompiers retrouvent un corps calciné. Celui de Jean Moritz, le gérant, paisible père de famille de 55 ans. C'est l'émotion. Tout le monde connaît l'artificier qui égayait les 14 juillet de nombreux villages. Et Louvroil est d'autant plus traumatisé que Jean n'est peut-être pas mort à cause des flammes, mais de coups qui lui ont été portés. C'est seulement en juin dernier que les enquêteurs arrêtent enfin un suspect. 4 ans après les faits, connaîtra-t-on enfin la vérité sur la mort de Jean Moritz? Qui pouvait bien avoir intérêt à éliminer l'artificier de Louvroil? Pour la première fois, Jessie revient sur les lieux du drame. En 2011, il n'a que 15 ans. Il vit avec son père, Jean Moritz, au-dessus de ce qui est alors un magasin de farce et attrape. Ça ressemblait à ça avant, de devant. À droite, il y avait l'entrée du magasin. Tout à gauche, il y avait la baie vitrée. Et au milieu, c'était l'entrée de l'appartement avec l'escalier qui montait au-dessus. Ma chambre, elle était tout au fond. Ça, c'est mon père derrière son comptoir. Le comptoir, il était à l'entrée à droite. Puis après, il y avait les rayons qui continuaient derrière. Jessie se souvient du jour de l'incendie comme si c'était hier. Moi, ce jour-là, mon père est venu me réveiller, je crois que c'était vers 9h, pour me dire qu'il ouvrait le magasin. Et après, je me suis endormi. Et peut-être, je crois que c'est 1h15 après, c'est le propriétaire et les pompiers qui sont montés, qui cherchaient après mon père, et leurs appels m'ont réveillé. Je suis descendu, puis j'ai vu ce qui se passait. Il y avait la route bloquée, 15 camions de pompiers, la police, puis il y avait le feu. Apparemment, le feu, il aurait pris dans le fond du magasin, tout au fond à gauche. C'est là où ils ont retrouvé le corps, c'est ici. Quand le corps de Jean est formellement identifié, les premières constatations de la police laissent place au doute. Accident ou suicide? Jessie est lui-même interrogé comme témoin. Ils m'ont demandé à quelle heure j'avais été couché, ce que j'avais fait la veille, si je me suis disputé avec mon père, tout ça. Et alors que c'était une soirée normale, c'était banal. Jessie est écoutée et mis hors de cause car les enquêteurs s'orientent vers une autre piste, celle de la rivalité professionnelle. Dans la région, les artificiers se font une concurrence acharnée pour remporter les marchés. Et Jean, dans le milieu, aurait commencé à gêner, comme le raconte maître Emmanuel Rigler, l'avocat de la famille Moritz. On a une famille qui a pour père un homme qui est un vrai pro
mais aussi un homme qui a d'importantes dettes et qui, pour essayer de combler ses dettes, est en train de baisser fortement ses tarifs pour décrocher des marchés. Et ça agace, et ça énerve. Et on sait aussi effectivement que puisqu'il casse les prix, eh bien ça se sait et que les autres ne sont pas contents. Mais la police, malgré de longs mois d'enquête, n'a toujours aucun suspect. À Louvroil, un an jour pour jour après la tragédie, la famille de Jean Moritz et ses amis organisent une marche blanche et réclament justice. Pour le moment, on ne sait rien du tout. Tout piétine et puis aucune information. Voilà. Le mystère du meurtre de Jean reste entier. Mais Laurie, son deuxième fils, ne renonce pas. Depuis 4 ans, il fait la navette entre la Provence, où il habite, et Louvroil. Pour lui, la justice jusqu'à présent a fait fausse route. Son père disait avoir une amante, mère de famille. Laurie pense que c'est de ce côté qu'il faut fouiller, surtout après la découverte d'un message sur Facebook. On tombe sur le message du fils de la copine de mon père qui dit « Ne brise pas les ménages, écoute-le bien, c'est pas de la rigolade ». Est-ce une menace? Qui est gêné par la vie privée de Jean? Depuis toujours, l'artificier est un séducteur. Père de 8 enfants, né de 3 femmes différentes, il fréquentait depuis quelques mois une séduisante jeune femme blonde, danseuse à Louvroil. Membre d'une association de pom-pom girls, elle est de toutes les fêtes du village. Nous l'appellerons Betty. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Laurie et Jessie se souviennent que leur père avait commencé à leur parler d'elle avec insistance. Ça a commencé, je sais pas si tu t'en souviens, peut-être 1 an avant, maximum. Il m'avait demandé si ça me dérangeait, si elle refaisait sa vie avec elle, si elle venait s'installer à la maison. Il m'en a parlé juste une journée. Après il m'en a plus parlé plus que ça. Quand il la voyait, il me disait qu'il l'avait vue, qu'elle était passée, mais sinon rien d'autre. Pourtant, Jean aurait développé sa relation avec Betty, mais avec une discrétion imposée par la jeune femme. Il me disait qu'ils étaient ensemble, qu'elle voulait pas que ça se sache par rapport à la différence d'âge. Après, on a su qu'elle niait leur relation. Après, je les ai jamais vus ensemble s'embrasser ou quoi que ce soit, mais lui, il me disait qu'ils étaient ensemble. Nous avons retrouvé la mystérieuse Betty, la pom-pom girl de Louvroil. Pour la première fois depuis la mort de Jean, elle accepte de parler. Pour elle, l'artificier n'était qu'un collègue, au mieux un bon ami. En fait, j'étais pas sa petite amie. C'est une amie à moi qui me l'a fait rencontrer grâce à mon association, quoi. Et on s'est liés d'amitié. On est sortis, si je peux dire ça comme ça, en discothèque avec plusieurs amis. On a commencé à plus se fréquenter, mais voilà quoi, sans plus. Lui m'aimait bien, moi je l'aimais bien. Et comme je lui dis, avec le temps, on verra bien. Mais on n'a pas franchi le cap. Car Betty a un secret. Ce qu'elle n'a pas dit à Jean, c'est qu'elle a un ex-mari, père de ses 4 enfants, qu'elle voit toujours. Nous l'appellerons Marcel. Quelques semaines avant sa mort, alors qu'il travaille au magasin, Jean Moritz reçoit une visite qui l'inquiète, au point de s'en être confié à Laurie. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que je suis emmerdé parce que je savais pas, mais en fait, son ex-mari, il l'aime toujours, il veut sauver sa famille. Et vu que papa, il a vécu cette histoire-là peu de temps avant, finalement, avec sa femme qui est partie, il lui a dit, écoute, si tu veux sauver ton couple, ta famille, vas-y, je veux bien me mettre en retrait, mais ça fait quand même 8 mois qu'on a une relation, 6-8 mois qu'on a une relation ensemble. Et il aurait pleuré dans les bras de papa, en lui disant, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire qu'on aime la même femme ? Jean se serait-il mis dans une situation de ménage à 3 sans le vouloir? En 2013, un nouveau procureur est nommé à Valenciennes. Sur son bureau, il découvre le dossier du meurtre de Jean Moritz. Francis Perrin reprend l'enquête et, contrairement à son prédécesseur, il explore à fond la piste passionnelle. Il ne reste alors plus qu'un suspect, Marcel.
On avait un mobile qui était celui de la jalousie. Et puis on avait ces menaces qui avaient été adressées sur les réseaux sociaux par le fils du suspect. Et puis aussi des flous sur l'emploi du temps du suspect le matin des faits. Les enquêteurs découvrent que Marcel, supposé vivre en Belgique, séparé de Betty, passe en fait régulièrement chez elle, ce qu'elle reconnaît sans problème. C'est vrai que comme il habitait en Belgique, quand il venait voir les enfants la plupart du temps, il dormait à la maison, mais il n'a jamais plus rien passé entre nous. Lui, il avait sa vie, moi j'avais des amis, lui, il avait aussi de son côté des copines. Mais pour la police, la jalousie et un emploi du temps non justifié suffisent. Alors qu'il n'avait pas proféré de menaces publiques contre Jean, en juin, Marcel est arrêté chez Betty. Maître Egnaud, son avocat, dénonce l'absence de preuves matérielles. Mon client peut se tromper, on peut se tromper de quelques minutes, on peut se tromper d'1 heure ou 2, et ce sont sur cette base-là uniquement, sur des témoignages humains et sur les déclarations de mon client, que l'accusation se base. On ne parle pas d'ADN, on ne parle pas d'écoute téléphonique, on ne parle pas d'éléments matériels flagrants, on parle de simplement, 4 ans après, d'imprécisions. Betty défend aussi ardemment Marcel, le père de ses enfants. Pour elle, la justice serait en train de commettre une erreur. Moi, je sais qu'il n'est pas coupable, je sais qu'il n'est pas capable de faire ça. C'est une personne qui fait du mal à personne, il est toujours là pour aider les gens. C'est une erreur judiciaire et que la justice va dans un mauvais sens. À Louvroil, dans la famille de l'artificier, c'est le soulagement. Après 4 ans d'attente, les fils de Jean Moritz ont l'impression d'avoir remporté une victoire. Mais expérience aidant, ils savent aussi que cette arrestation n'est qu'un nouveau début dans leur combat judiciaire. On a de l'espoir parce que ça a bougé, quoi. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, et puis celui que l'on suspecte nous-mêmes depuis le début. Une mise en examen n'est pas... c'est sérieux, mais c'est pas non plus une finalité, bien au contraire, quoi. Donc ils mettent en examen et là ils vont étudier, quoi. Ouais, c'est pas fini. Non. Présumé innocent, Marcel est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Valenciennes. S'il devait être renvoyé au tribunal pour le meurtre de Jean Moritz, il risquerait jusqu'à 30 années de prison.